Alors bonjour tout le monde, donc avec Olivier on va vous parler un partage d'expérience du concept à la réalité sur la compréhension de la demande. Donc moi je m'appelle Jean Ferréol Ruff, je suis directeur supply chain chez Björg & Compagnie et je vais vous parler un peu de cette entreprise. Et Olivier du coup qui est Olivier Borin, associé chez Advance. On va vous parler un peu moins de 30 minutes et vous allez nous poser des questions si vous le souhaitez pendant un peu plus de 15 minutes. Ah non, il faut que je sois là-bas. Je me suis déjà fait engueuler, je suis déjà parti. Du coup, si on se présente, c'est Olivier qui va commencer à se présenter. Voilà, donc merci Jean Ferréol, donc Olivier Borin, donc je suis associé au sein du cabinet Advance Consulting. J'ai senti tout à l'heure quand Thierry présentait que vous étiez un peu frustré de ne pas en savoir plus. Donc je vais me permettre de vous présenter très rapidement qui on est. Donc Advance, c'est un cabinet basé à Paris et à Lyon. On a aujourd'hui plutôt 75 consultants maintenant, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2022 et on existe depuis 2008 maintenant. Et parmi nos activités, on adresse les sujets autour de la supply chain avec une équipe d'à peu près 15 consultants sur les sujets de la supply. Et on accompagne globalement nos clients dans tous leurs projets de transformation avec un focus principalement sur tout ce qui est supply chain industriel. Donc sur des projets de transformation globaux, mais également sur les grands processus que sont la partie planification, l'exécution de la production et tout ce qui touche au stockage et à la livraison des produits. Voilà. Et donc si je me présente, donc moi je suis directeur supply chain chez Björg & Compagnie. Björg & Compagnie, c'est une entreprise à mission qui appartient au groupe Ecoton. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Ecoton ? Vous avez oublié ce que c'est qu'un Ecoton. Un Ecoton, c'est un mot commun. Un Ecoton, c'est la rencontre entre deux écosystèmes. Entre la forêt et le champ, il y a la lisière. Entre le fleuve et la mer, il y a l'estuaire. L'estuaire est un écoton. L'écoton, c'est là où il y a la plus grande biodiversité, puisque la biodiversité du fleuve et de la mer. Et Ecoton est une entreprise française basée à Lyon, une entreprise à mission, dont la mission est nourrir la biodiversité. Björg & Compagnie est connue pour la marque Björg, qui est une marque franco-française lyonnaise créée à Lyon, et non pas suédoise. Les marques Alter Eco et Keeper. Le groupe, on fait 320 millions d'euros donc en grande distribution en France, et essentiellement en France. On a à peu près 1000 articles, dont 300 en promo. Et vu qu'on va parler de la compréhension de la demande, dans l'organisation de la supply chain, j'ai une supply chain assez classique du demand planning jusqu'au warehouse et transport. Et dans le demand planning, il y a un manager et 3 prévisionnistes. Alors, pour commencer, on va déjà, comme vous l'avez compris, la compréhension de la demande, c'est un des critères qu'on va retrouver dans le référentiel, et notamment sur le volet agilité de la supply chain. Donc, dans le référentiel, ce critère de la compréhension de la demande, il a été donc défini au travers des différents travaux qui ont eu lieu ces derniers mois, et on a une définition un peu générale. Et puis nous verrons à la fin que c'est associé bien sûr à des critères de mesure de la performance et de cette compréhension de la demande par les entreprises. Ce qu'on va retenir ici, c'est le fait que cette compréhension de la demande, elle s'appuie sur quelques éléments clés qui sont l'analyse multiniveau et multifactorielle. C'est également les recherches de causes lorsqu'on a des problèmes de demande, et c'est le fait de capitaliser les enseignements que l'on obtient à partir de cette analyse des différentes données. Alors, la compréhension de la demande, finalement, elle sert à quoi et elle sert à qui? Donc, l'ensemble des fonctions de l'entreprise, globalement, peuvent être intéressées par la compréhension de la demande, mais on a forcément quelques acteurs clés sur cette thématique. On va retrouver les grandes fonctions que sont le marketing, la supply, le commerce et la direction générale. Chacune de ces fonctions va avoir un intérêt propre dans la compréhension de cette demande. Si je me mets sur le volet marketing, ce qui va l'intéresser au travers de la demande, c'est évidemment est-ce que nos clients sont satisfaits de nos produits. C'est aussi
quel est l'impact de cette satisfaction sur notre niveau de vente, hein. Et puis, derrière, cette demande, la compréhension de cette demande, elle va permettre aussi au service marketing d'envisager de se positionner peut-être sur des nouveaux segments de marché. Alors bien sûr, il y a plein d'autres raisons, hein. Ce sont juste quelques extraits. Côté supply, forcément, la compréhension de la demande, c'est aussi un bon moyen d'améliorer globalement les prévisions que l'on va réaliser, hein. C'est également un moyen d'améliorer ces politiques de stock pour être sûr que nos politiques de stock répondent bien à la demande de nos clients. Le commerce, lui, forcément, la compréhension de cette demande, c'est un moyen aussi pour adapter sa politique tarifaire, peut-être en fonction des marchés et de la demande de ces différents marchés. Un sujet aussi important, dans certains secteurs d'activité, c'est l'impact peut-être des campagnes promotionnelles, des campagnes sur la demande et sur la réponse des clients à ces campagnes. Côté direction générale, c'est également important, hein, pour être sûr que cette demande, elle contribue aux objectifs stratégiques de l'entreprise et elle va permettre de faire la concaténation, je dirais, de l'ensemble des éléments qui impactent les différentes directions de l'entreprise. Donc tout ça contribue aussi à accroître, hein, l'agilité de la supply chain. C'est bien pour ça qu'on retrouve ce critère dans notre grille autour de l'agilité. Alors cette demande, elle est influencée par différents facteurs qu'on essaiera d'illustrer tout à l'heure, hein, avec le cas d'Ecotone. On a tout ce qui est facteurs purement internes. Donc les facteurs internes, c'est la qualité de nos produits, c'est les choix de positionnement prix, c'est les campagnes de promotion, c'est les choix que l'on fait pour finalement en termes de délai de livraison pour répondre à la demande de nos clients. Est-ce que je choisis de me positionner sur un marché de niche, comment j'innove, etc. Hein, ça, c'est les facteurs internes. Et puis on a les facteurs liés, on va dire, plutôt à l'environnement de l'entreprise, tous les facteurs externes. Et là, il y a plein de façons d'analyser, hein, et un exemple, c'est l'analyse Pestel que les gens du marketing connaissent bien, qui va permettre finalement d'analyser son marché et donc la demande du marché par rapport à l'ensemble de critères politiques, économiques, sociétaux, technologiques, environnementaux et légaux. L'exemple sur le côté environnemental, ben, c'est l'impact de la météo sur la demande des clients lorsque je suis sur des produits qui sont vraiment impactés. Ben, s'il fait beau, j'en vends, s'il fait pas beau, j'en vends pas. D'accord ? Ensuite, cette analyse, elle doit s'appuyer sur des données. Donc, toutes les entreprises ont des données. La question, c'est est-ce que j'ai la bonne donnée et est-ce que je sais analyser cette donnée ? Un extrait de données, quelques exemples de données qui peuvent servir dans cette analyse et cette compréhension de la demande. On a par exemple l'historique de la demande initiale client. Alors ça, c'est un sujet, il y a beaucoup d'entreprises qui n'historisent pas forcément la demande initiale du client. On sait ce qu'on lui a répondu, mais sa demande de départ, elle est où ? Je ne vous pas. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est une donnée qui est très intéressante. Ensuite, il y a tout le sujet des prévisions et toutes les hypothèses que l'on a prises pour finalement élaborer nos prévisions. Et ces hypothèses, elles doivent faire l'objet finalement d'une revue dans le cadre d'un processus qu'on verra juste après, pour justement améliorer cette compréhension de la demande. Ensuite, on va aussi s'appuyer sur un historique argumenté des ventes réelles. Hein. Donc là, on va travailler par gamme de produits, par zone géographique, par typologie de clients, etc. Et puis, d'autres exemples, hein, les bilans d'action commerciale, des études de marché et aussi, par exemple, des panels de consommateurs. Bref, toute cette donnée, il faut l'exploiter pour bien comprendre la demande qui est faite à l'entreprise. Et tout ça, ça va finalement s'articuler au travers notamment d'un processus global qui s'appelle le SNOP, que beaucoup connaissent, j'imagine, dans cette salle. Et c'est notamment au travers des deux premières étapes du SNOP, le volet Product Review et Demand Review, que l'on va vraiment se focaliser sur cette demande. Donc là, on va retrouver nos participants, hein, la R&D, le marketing, le sales, la supply chain. Et au travers de ces deux premières étapes, on va vraiment s'intéresser à notre demande, telle qu'on l'avait imaginée, avec les hypothèses que l'on avait prises, et puis telle qu'elle s'est finalement réalisée. Et donc, c'est un challenge
finalement périodique, hein, en général c'est plutôt un processus qui est mensuel, qui va permettre d'aller challenger cette demande pour ensuite pouvoir travailler sur la réponse à la demande au travers de la suite Supply Review, Pré-SNOP et finalement Executive SNOP. Voilà, je vais passer là. Alors je vais finir avec celui-ci. Donc ça c'est le critère finalement avec les différents niveaux de maturité. Et aujourd'hui, si on raisonne sur c'est quoi de la compréhension de la demande au niveau avancé, et on va retrouver un peu tous ces éléments-là dans le critère. C'est alors j'ai essayé de surligner. Alors, si je m'avais écouté, j'aurais tout surligné. Donc je dis bon, je vais essayer d'être raisonnable. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui est important, c'est les écarts par rapport à la précédente demand review, aux historiques de vente et aux prévisions de vente par canal, distribution, client, marque, produit. Ce qui est important, c'est le processus d'apprentissage associant les ventes et le marketing, entre autres. Donc l'idée, c'est de dire que voilà, on va s'améliorer au fil du temps dans la compréhension de cette demande par des exercices successifs. Hein, on ne va pas être bon forcément du premier coup. Prise en compte de panels consommateurs, facteurs endogènes, exogènes, l'analyse des promotions hein, et la mesure du biais des prévisions. Voilà, je passe la parole à Jean Fréol. Merci. Je pense. La force de Supply Chain Plus, c'est du concept à la réalité. Du coup, je vais essayer de vous parler de la réalité. Je vais essayer d'être le plus concret possible, donc très précis et synthétique sur ce qu'on fait chez Björk et compagnie pour analyser la demande. Et pour analyser la demande, je vais commencer par ce qui n'est pas de l'analyse de la demande, en tout cas de mon point de vue. Donc ça ne l'est pas et j'ai envie de le clarifier avec vous sur la première étape qui est souvent la consommation de la prévision de vente ou l'extrapolation du carnet de commandes. Je vous prends un cas très concret. Généralement, en début de mois, milieu de mois, bam, il y a le DG qui tombe dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne vend pas beaucoup? C'était le cas au mois de septembre, en tout cas en grande distribution. Et du coup, se pose la question, qu'est-ce qui se passe? La demande, pourquoi on ne vend pas? Pour moi, ce n'est pas de l'analyse de la demande. On va être très réactif à court terme. On va faire ça, pourquoi? Pour mettre à jour nos prévisions de vente en lien avec les productions derrière sur un horizon semaine plus 1, semaine plus 4. On va se focuser sur est-ce que mes innovations ont été commandées, mes innovations, est-ce que mes promos ont été commandés. Dans l'extrapolation, souvent, elle est assez mécanique, mathématique. Donc si j'ai pas beaucoup de promos en début de mois, j'en ai beaucoup en fin de mois, tout le monde s'alerte. Si c'est l'inverse, tout le monde croit qu'on est champion du monde. Donc il y a une notion en fait de promo à tenir compte dedans. Il peut y avoir des faits majeurs. Je peux avoir 2-3 entrepôts clients qui m'ont pas du tout commandé, un qui est en grève, un qui est parti en vacances, donc en fait il avait tout commandé le mois d'avant. Ce qui n'a rien à voir avec de l'analyse de la demande, mais du coup on va vraiment être réactif. On fait ça comment et qui le fait? On le fait à la commande par le service, les gestionnaires clients quand on reçoit les commandes promo. Est-ce que je suis dans les clous ou pas par rapport à ce que j'avais dit? Et on le fait par les demand planners de manière hebdomadaire. Donc les demand planners, ils font ce qu'on appelle le demand control et toutes les semaines. Et ils regardent le carnet de commande et ils disent je suis dans les clous, je reste, ou je suis pas dans les clous et je modifie si j'ai des faits majeurs, sachant que quand j'ai un écart de 10% sur un SKU, je m'en fiche. On l'anime du coup avec de manière hebdo avec le service client, commerce et supply planning. Donc là, contrairement à ce que disait Olivier, on n'analyse pas vraiment, puisqu'on a vraiment des points de vérification assez techniques. On capitalise pas. On est très focus sur la réactivité. Ça permet derrière d'ajuster nos stocks sur la fin du mois. Mais du coup, on n'est pas, pour moi, dans l'analyse de la demande. L'analyse de la demande qu'on fait chez Björk et compagnie, on l'a fait en 4 étapes. Et du coup, je vais vous détailler les 4 étapes qu'on fait. Pourquoi on fait de l'analyse de la demande? Parce que nous pensons que l'hypothèse est plus importante que les chiffres. Donc, puisqu'on a posé une hypothèse, le chiffre soit toujours faux, après on s'en rend compte, et ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les ventes passées pour challenger notre hypothèse, remettre à jour notre hypothèse pour le futur. Donc, voilà pourquoi on analyse notre demande. Qu'est-ce qu'on fait? Les 4 différentes analyses qu'on fait. La première, assez classique, on va regarder la forecast accuracy et le forecast biais. On est positif chez Björk et compagnie, on ne regarde pas l'erreur, on regarde la fiabilité de la prévision de vente. C'est exactement la même chose, c'est juste 1 moins. Puis ça donne des gros chiffres comme ça. On se dit qu'on est fiable à 80%, c'est beaucoup mieux que se tromper de 20%. Donc on regarde ça, et on le regarde à travers les canaux de distribution, les clients, les marques, on est capable de descendre aux produits, d'en monter à la famille. On peut comparer ce qu'on disait il y a 1 mois, ce qu'on disait il y a 2 mois, ce qu'on disait il y a 3 mois. On peut le comparer par rapport aux années précédentes, de combien je me trompais sur l'article l'année dernière ou le mois dernier. On est capable du coup de documenter derrière les causes, on documente les causes.
on le fait de mon erreur. On le fait quand? On le fait tous les mois. On le fait en début de mois. Et on le fait avec quoi? On le fait avec Qlik. L'outil, donc on utilise QlikSense, donc la technologie Qlik, qui nous permet, pour ceux qui connaissent, de faire drill down, drill up, donc de descendre en détail à l'article, boum, 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 de remonter, de sélectionner les mois, et de pouvoir jongler là-dessus, parce que il n'y a pas d'analyse préformatée de la forecast accuracy, je regarde toujours la même chose. À chaque fois, et c'est la valeur ajoutée du demand planner, du prévisionniste, de se poser la question, comment j'analyse mon 40% de biais négatif? Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et est-ce qu'il y a 3 mois je l'avais déjà? Et pourquoi? Et donc en fait, il faut savoir jongler à travers toutes ces différentes hiérarchies possibles et horizontales possibles pour pouvoir l'analyser. Et pour moi, c'est la valeur ajoutée du demand planning et l'outil supporte ça pour éviter qu'il soit trop formaté. Qui c'est qui le fait du coup? C'est les demand planners qui sont en supply chain. Je vous ai montré l'organisation tout à l'heure. Le demand planning est rattaché en supply chain. Donc ceux qui le font. Et ça, un point important. Alors, oui, il est challengé par le manager, super. Il est escaladé jusqu'à la direction, jusqu'à chez moi, mais en fait jusqu'à chez moi, jusqu'à la balance scorecard de l'entreprise. Ça veut dire que le DG, tous les mois, il a 10 indicateurs qu'il regarde, et dans les 10, il y en a 2 supply chain, il y a taux de service et il y a le biais. Du coup, quand tous les mois, il y a le biais, c'est une certaine motivation pour les demand planners de faire l'analyse jusqu'au bout. Le fait que ce soit escaladé jusqu'au bout, ça montre l'importance de l'entreprise sur l'analyse du biais qu'on peut en faire. Donc voilà la première analyse qu'on fait, et on le fait en début de mois, puisqu'on le fait avant la demand review dans notre cycle SNOP. Chez nous, la demand review, c'est J+9, donc on le fait forcément en début de mois avant J+9, et en demand review, aux participants sont partagées les explications de l'analyse de la forecast accuracy du forecast biais. Donc les mêmes explications qu'on va retrouver à la fin dans la balance scorecard de l'entreprise. Le deuxième niveau d'analyse qu'on fait, on va regarder, puisqu'on fait effectivement en alimentaire, on fait pas mal de promos, on fait entre 15 et 20% de volume promo global de l'entreprise, donc ça a un fort impact potentiel sur le niveau de recommande des clients. Normalement on fait de la promo pour recruter des consommateurs, mais pas tout le temps. Quelquefois en fait ils nous achètent en promo à la place de nous acheter en standard et on n'a recruté personne. On fait ça parce qu'il y a des concurrents qui le font, alors du coup faut qu'on le fasse. Du coup, ça a un impact, ça fait des pics et des creux dans la gestion du demand planning. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va analyser les sell in. Donc nous, ce qu'on vend au distributeur, et les sell out, c'est ce qui sort des caisses du distributeur. Parce que si j'ai livré 100 au distributeur et qu'il n'y en a que 30 qui sont sortis des caisses, j'en ai 70 qui sont retournés en fond d'arrière. Et du coup, il ne va pas m'en commander 70 nouveaux. Donc là, j'ai un impact fort sur la cannibalisation ou sur le recrutement. Du coup, ça va générer potentiellement sur les 1 à 3 mois qui viennent devant moi sur le demand planning, un impact recommande ou au contraire des consommations si jamais j'ai stocké. Qui c'est qui le fait? Et c'est là où on voit l'aspect collaboratif du SNOP, c'est l'équipe promo. L'équipe promo, il va chez moi, et le commerce. Et pour autant, il contribue au SNOP. C'est l'équipe promo qui le fait. On le partage, et c'est cadré. Et ça, c'est nous qui le cadrons. Et on les convoque à notre activité management promo, donc dédiée sur la promo, parce que si on ne le fait pas, une fois sur deux, ils ne voudront pas le faire parce que analyser leur perf, quelquefois, ça peut être problématique. Donc ils viennent en activity management promo, et avec les demand planners, on analyse sell in, sell out, et on valide l'hypothèse de qu'est-ce qui va se passer devant nous par rapport aux ventes passées qu'on a fait sur la promo. Donc on analyse la promo. Troisième analyse qu'on fait, on va le faire sur le référencement produit. Référencement produit, en agroalimentaire, on parle de diffusion valeur, ça veut dire le nombre de magasins dans lesquels mon produit est présent. Donc quand j'ai 80, ça veut dire que mon produit, qui est formidable, est présent dans 80 magasins sur 100, donc dans 80% des magasins. On a des objectifs de référencement commerciaux, et quelquefois on les atteint, quelquefois on les atteint pas. C'est une donnée très importante pour le demand planning. Pourquoi? Parce que c'est mécanique. Si je suis dans 80 magasins, j'en vends plus que quand je suis dans 60. Donc si j'ai fait mes prévisions de vente sur 80 magasins en potentiel et que j'en ai que 60, forcément je vais avoir un écart dans mon demand planning. C'est vrai au sens inverse, quelquefois on fait plus que nos objectifs. Du coup j'ai un aspect référencement. Comment je sais ce référencement? On achète des reporting IRI, c'est le concurrent de Nielsen, qui sont les sorties de caisse. Et donc là je sais que quand je suis en septembre, j'ai août qui est sorti, je sais au mois d'août sur tous mes produits comment j'étais référencé dans les magasins. Et ça change en fait au fur et à mesure du temps. Ça change parce que nous on le fait changer, parce qu'on a envie d'en avoir plus. Ça change parce que quelquefois on est en rupture, et du coup quand on est en rupture, on peut perdre du référencement, et après il faut le retrouver parce qu'il faut aller remettre le produit en magasin et ça peut prendre du temps. Ça change
parce que quelquefois, nos clients distributeurs le font baisser à notre détriment, et c'est à nous d'aller faire en sorte de le faire remonter. Du coup, le fait qu'il change, on a besoin de le vérifier, évidemment avec un zoom spécifique sur les innovations et les produits spécifiques sur lesquels on a des actions pour le faire monter. Pour autant, on a un check sur l'ensemble des produits. Qui c'est qui va le faire? C'est le commerce. Donc encore une fois, c'est pas côté supply, collaboratif, c'est catégorie management au sein du commerce qui fait ça. Et pareil, on va avoir un échange mensuel en activity management, donc l'étape 1 du SNOP, qu'on appelle activity management chez nous, qui est séquencé finalement en plein de sous-parties, avant la demand review, donc avant le J+9, on va vérifier cette diffusion valeur. On a dans cette même réunion, et ça a été le cas dernièrement, un check sur les prix. Historiquement, il y avait moins d'impact sur les prix. Depuis 18 mois, on vérifie les prix et les prix passés en magasin, parce que selon les barrières de prix passées en magasin, évidemment, ça va avoir un impact important sur les ventes. La quatrième analyse qu'on fait, on le fait avec le marketing, donc encore une fois en dehors de la supply, avec les chefs de produits marketing, et là on va analyser, comme tout à l'heure sur la promo, mais sur l'ensemble standard plus promo, le sell-in, sell-out, donc la différence entre les deux, et regarder nos parts de marché. On a des objectifs de parts de marché, et des hypothèses de croissance ou décroissance du marché. On va vérifier tous les mois si ces hypothèses de croissance, décroissance, de parts de marché, elles sont là ou pas. Mais je ne suis pas là pour juger la qualité du travail du marketing et du commerce en exécution. Par contre, on est là pour constater la réalité et prendre des hypothèses futures. Du coup, en fonction de la réalité qui se passe, et ça peut être confrontant, les étapes 1 comme 2 du SNOP, il ne faut pas avoir peur de la confrontation avec le sourire, avec nos collègues marketing et commerciaux. Et c'est important de poser la réalité du marché, comme on la voit avec des yeux neutres, parce que de toute façon, en prévision de vente, c'est toujours faux. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Donc on s'en fiche, on a toujours faux. Le but du jeu, c'est d'être le moins faux possible. Donc on va se confronter sur ces hypothèses de barres de marché, est-ce que je les ai remplies ou pas? Dans le même panel IRI qu'on achète, on va regarder les parts de marché et pareil les taux de destruction par produit, puisque même quelquefois hors promo, les distributeurs, pour des mauvaises raisons, peuvent quelquefois surcommander notre produit pendant 3 mois et on croit qu'on est en train de cartonner, mais en fait il n'y a rien qui sort des caisses. Et en fait à un moment, on tombe, ou à l'inverse, ils nous commandent moins que ce qui sort des caisses, donc ils sont en train de faire baisser énormément leur stock, jusqu'au jour où ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus de stock, ils vont nous en commander énormément d'un coup. Donc c'est ça qu'on regarde, et on le fait pareil en activity management, donc c'est une autre sous-partie de l'activity management qu'on fait avec le marketing. Tout ça, c'est drivé chez moi par les demand planners, et du coup qu'il faut intervenir les différents départements de l'entreprise. Des exemples concrets de ce qu'on fait. Donc là vous voyez rien de là où vous êtes, mais c'était copie d'écran des vrais écrans, des demand planners chez Björk et compagnie. On va retrouver la forecast accuracy et le forecast biais ici, avec vous voyez des totaux promo, hors promo. On regarde à différentes granulométries. Ici vous voyez les résultats qu'on présente au comité de direction sur parce que je souhaiterais avoir en termes de biais, et puis la réalité de là où on est. La même chose sur la forecast accuracy. On va retrouver des exemples qui sortent de clics sur ce que je vends par client, et en fait chaque sous-partie ici c'est un client, et je peux zoomer sur mon client et descendre finalement à l'entrepôt client. Là, je suis au total client. Je vais regarder ici des ventes baseline sur combien je vends les dernières années, les sell-in, sell-out. Donc le sell-out c'est ce qui sort des caisses, le sell-in c'est ce que je vends au distributeur, et du coup c'est ces effets de piqué creux qu'on essaye de mesurer pour anticiper. La diffusion valeur, voilà, j'étais à 80, j'ai eu un problème, je suis descendu à 30, derrière je remonte. Ça c'est vachement important, parce que selon que je remonte très vite ou pas vite, la recommande des clients est importante. Donc voilà l'exemple concret d'outils qu'on sort de chez nous. Les résultats chez Björk et compagnie, donc en forecast accuracy, c'est là où on met les gros chiffres. On est à 78%, M-3 pour M, ça veut dire 3 mois avant la vente, on est bon à 78%, on se trompe de 22%. Sur la baseline, on est à 82%, et sur les formats promo, on est à 55% de forecast accuracy. C'est toujours ce qu'il y a de plus difficile à faire une prévision promo. C'est peut-être 20% de nos volumes, mais c'est 80% de mes problèmes. Comment sont calculés le forecast accuracy? Comment est-ce qu'il est calculé? Comment il est calculé au SKU, donc en valeur absolue. Alors, somme des valeurs absolues. C'est la somme des valeurs absolues. Divisé sur le forecast ou divisé sur les ventes? Divisé sur le forecast. C'est divisé sur le forecast. À 3 mois. À 3 mois. Ouais. Il y a les deux formules qui existent, nous on a sur le forecast.
Le biais, donc le biais, bon, il n'est pas en valeur absolue, donc les choux compensent les carottes. Nous, on est à -3, M-3 pour M. On est à -3 sur la baseline, -1 sur la promo. Vous voyez qu'ici, en fait, on se trompe beaucoup. Mais finalement, en biais, les choux compensent les carottes. Donc on vend certains produits plus que d'autres. À la fin, c'est à peu près juste. Bon, par contre, c'était pas du tout les bons produits. Le biais, ce qu'on retient, il est humain. Ça, c'est pas humain. On peut pas être prêt dans sa tête de calculer des forecast accuracy. Par contre, le biais, il est humain. Il est, est-ce que j'ai peur de manquer ou est-ce que j'ai peur de dire un trop gros chiffre? Et ça, c'est une vraie action de l'entreprise. Donc, faut avoir ça en tête. Nous, chez Björk et compagnie, on a plutôt peur de manquer. On a eu des historiques de forte croissance. Donc, en fait, vu qu'on a peur de manquer, on est toujours en train de dire on va faire un peu plus, ou dire un peu plus pour être sûr d'avoir assez, parce qu'on a peur de manquer. On a beaucoup de produits différents. On a 700 produits au portefeuille. Du coup, les 700 produits, c'est toujours pas qu'il en manque. Donc, en fait, vu qu'on a peur de manquer, on a historiquement des biais négatifs. D'autres entreprises, où ça va être quelquefois un petit peu plus politique, ils vont avoir peur de dire un chiffre trop grand et de pas le réaliser. Du coup, ils vont généralement dire un chiffre un peu plus petit, puis comme ça derrière, on va avoir des bonnes nouvelles, ils font plus. D'un point de vue purement supply chain, là j'ai trop de stock, de l'autre côté j'ai de la rupture. Il y a un seuil de déclenchement là, sur la valeur du biais, en fonction de l'évolution. Par exemple, si vous passez à -5%, ça déclenche quelque chose en termes d'action ou non. Ou vous n'avez pas de seuil de déclenchement? Non, aucun. Il est manuel, sachant que là c'est M-3 pour M. Mais potentiellement en M-2, en M-1, voire en M, j'ai déjà corrigé mon biais. Parce que j'ai déjà fait une action. Donc on peut faire attention de ne pas dire « Oh, j'ai fait un biais, il faut que je le corrige ». Et en fait, depuis 3 mois, j'ai peut-être déjà baissé ma prévie, et du coup, il ne faut pas la rebaisser. Mais c'est toute la valeur ajoutée du demand planner. Les facteurs clés de succès, pour moi, on a chez nous un process d'analyse robuste, ce que je vous ai présenté avec les 4 parties qu'on analyse. On le fait de manière fréquente et régulière, on le fait tous les mois. Et c'est comme ça, on le fait tous les mois. Sauf au mois d'août où c'est un peu plus light. On est multi-service, donc c'est très drivé par le demand planning. Vous avez vu que derrière, marketing et commerce, c'est eux qui vont faire l'analyse et fournir l'information. On a un support outil Click nous rend service chez nous pour être capable de facilement avoir de la data et jongler avec la data. C'est assez ludique, en tout cas c'est comme ça que je le perçois en tant qu'utilisateur. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez comme outil de prévision? On a Dynasis, DCP de... Enfin, Quad. Mais du coup, à côté de Dynasis, on a un Click pour le reporting, l'utilisation. Est-ce que d'ailleurs dans ce process, est-ce que vous faites une comparaison avec les projections que donne Genesis, donc statistiques, et le plan de commerce qui lui va être généralement en valeur et non pas en quantité, pour voir un peu s'il y a des gaps et comment est-ce que vous expliquez les gaps? Alors c'est tout notre process SNOP, alors je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est l'étape 2 de notre process SNOP, c'est la demand review. Les prévisionnistes arrivent avec une recommandation. C'est sous l'égide du directeur commercial, c'est pas moi, c'est le directeur commercial qui signe le chiffre. Donc les équipes sont chez moi, mais en fait c'est lui, c'est sa réunion à lui. Et au sortir de la réunion de la demand review, ça devient le chiffre validé par l'entreprise. Donc le président arrive avec une reco, au sortir, ça devient le chiffre de l'entreprise. Donc il n'y a plus de chiffre commercial ou de chiffre supply chain. Il y a un chiffre dans l'entreprise qui est le chiffre validé en demand review. Et derrière, tout le monde travaille dessus. Qui arbitre in fine dans le commerce? C'est le DIRCO qui valide le chiffre. C'est-à-dire que nous, on va argumenter sur demand planner. Trop, pas assez, ceci, cela. À la fin, celui qui tamponne, qui met sa tête, c'est le DIRCO. Moi, j'arrive en étape après 3 supply review pour dire ok, tu m'as dit que tu allais faire ça, bah moi je sais faire, pas faire. Et après, en étape 4 et 5, ça tombe bien, on retrouve le DAF et le DG, donc le DIRCO il est avec moi, on retrouve le DG, on est tous autour de la table, on dit bon, on a dit qu'on allait faire tant, donc le DIRCO il a mis sa tête, donc quelque part il s'engage. Et derrière, on sait faire ou on sait pas faire. Si on a fait plus que ce qu'il avait dit, alors généralement on est content d'un point de vue résultat d'entreprise, et si je suis en rupture, on le comprend, ça vient. Et du coup, si on fait moins et qu'on a un super taux de service, ben voilà, donc c'est l'équilibre à trouver entre les deux. Donc c'est là où c'est multiservice, l'outil pour le rendre accessible, et sur le biais, un conseil, si vous mettez le biais au niveau de la direction de l'entreprise, tout de suite, il y a une implication assez forte de tout le monde, y compris du DIRCO, sur ah, parce que si j'ai un biais à -15, et ben le DIRCO tous les mois, il dit pourquoi en fait tu dis pourquoi on fait -15 systématiquement de ce que tu dis en demand review, enfin, voilà. Et donc ça devient son problème, donc c'est notre problème.
Et ce process d'analyse robuste de la demande qu'on fait, il est intégré effectivement pour que ça marche, il est intégré à un process SNOP complet, c'est-à-dire que pris de manière isolée, je peux analyser toute la demande que je veux. Si derrière, j'ai pas une validation du DIRCO sous l'égide du DG, comme quoi, moi je veux que vous, du comité de direction, vous fassiez ça, l'analyse de la demande, elle va s'appauvrir. Hein. Au bout de 3 semaines, 3 mois, les commerciaux marketing, on dira j'ai autre chose à faire que d'aller avec la supply pour je sais pas quoi. Parce que ça va mettre le cœur et l'essence de l'entreprise. Si ça l'est, intégrer un SNOP complet, ils vont être ravis d'y venir participer. Donc nous on le fait tous les mois en étape 1, Activity Management, on revoit nos hypothèses futures grâce à l'analyse du passé. Et du coup, le fait on capitalise sur ces analyses, et quelque part on a 70 personnes qui contribuent au SNOP, et qui analysent ça, et qui se disent ah oui, disons, là on avait fait le mieux qu'on a pu, mais on s'est trompé, comment on pourrait faire pour faire mieux demain. Voilà ce que je peux vous dire pour Björk. Je me permets juste, je vais enlever ma casquette Advance et je vais prendre ma casquette responsable partenaire. Vous avez ici aujourd'hui justement pas mal de partenaires qui sont présents, qui peuvent échanger avec vous sur ces sujets-là. Alors je vais essayer d'oublier personne. Cabinet de conseil, il y a Procemo, j'ai Maestis aussi qui est présent. Et côté éditeur de solutions, j'ai QAD, Dynasys, avec Frédéric Feiss ici. On a Clémence et Mehdi de Colibri, qui sont également présents. On a Angèle et Patrick, c'est ça, pour Stéphane, pardon, pour VIF, et puis Bernard Millian pour DDTech. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. À quel moment vous faites rentrer la dimension financière? Parce qu'il est facile de vendre à perte, même si c'est le sujet du moment. Alors c'est un très bon point, et chez Björk et compagnie on vend des choux et des carottes, c'est-à-dire on vend des boissons végétales donc avec du litre, on vend du thé en sachet, on vend du chocolat, on vend des biscuits, on vend des céréales, on vend énormément de choses différentes. Donc en fait on fait toutes nos prévisions en volume. Donc, tout notre outil Dynasys on fait nos prévisions en volume. La demand review se fait en volume. Alors quand je dis en volume, je suis pas capable d'additionner des litres et des grammes et des centigrammes et des kilos. Donc en fait on fait en UVC, unité de vente consommateur. C'est comme ça qu'on fait nos volumes. Donc, on fait le lien avec le RI et le sortie de caisse. On fait tout en volume. Toutes les analyses et les recommandations sont faites en volume. La validation à la fin en demand review. On convertit le volume en valeur avec la finance qui est avec nous. Et en demand review à la fin, on valide un chiffre d'affaires. Parce que on a besoin d'emmener, vu qu'on a énormément de technologies différentes, on a énormément d'usines et de fournisseurs différents, on a besoin d'emmener la direction commerciale dans un chiffre qui va leur parler. Donc dès la demand review, on valorise. Donc on rajoute un biais à notre prévision de vente. La forecast accuracy, elle est faite en volume, puisque nos prévisions sont faites en volume. Et à la fin de la demand review, on dit bah voilà, tout ce qu'on vous a dit, le plus 8, le moins 4, le plus 13 et le moins 12, et bah ça donne X millions d'euros. Et ce X millions d'euros, on le fait finalement pas au SKU, on le valorise à un niveau supérieur du SKU, parce qu'on ne refait pas du bottom-up, du top-down, pardon, non, du bottom-up. On va le faire à un niveau famille, et à un niveau famille, on va valoriser avec un chiffre partagé avec la finance. Et on sait qu'on rajoute un biais, donc quelque part, on sait que notre valorisation est encadrée elle-même dans une erreur. Est-ce que la valorisation... Qu'une valeur de chiffre d'affaires, ou vous regardez la marge? Alors, en demand review, on regarde que le chiffre d'affaires. En supply review, ça dépend. Enfin, on va compléter avec la marge. Et en réconciliation avec la direction générale, et c'est encore notre marge de progrès, on prend des décisions en incluant la marge. Quand on regarde les stocks supplémentaires qu'on doit acheter, la production supplémentaire qu'on doit faire, là on tient compte de la marge. De manière générale, c'est pas vrai que tous les mois j'ai un atterrissage avec la marge, en fait. Donc c'est ça qui nous manque. Est-ce que le système de prévision vous aide justement dans la valorisation à modéliser les changements de prix, beaucoup en ce moment, de façon à ce que la valorisation au SKU soit le plus moyenne, le plus précise possible, pour la recoller à la prévision de valeur? Alors, non, aujourd'hui, on n'a pas connecté Dynasys avec la valorisation. Donc c'est manuel pour pouvoir valoriser. C'est pour ça qu'on le fait à la famille, en fait, et c'est à ce moment-là qu'on le rajoute.
Sachant que, et pareil, ça va être, parce que la valorisation, ça peut être très très piégeux, puisque des innovations, c'est pas les valoriser. La promo, bah, ça dépend de qui fait l'affaire. Et mon point de vue, c'est que je préfère être approximativement juste que exactement faux. Et la valorisation peut m'amener de l'exactement faux, pour avoir fait l'article, et à 20 millions près, en fait, ah bah oui, mais j'ai 4 articles qui vont tout flinguer. Voilà, donc c'est une des difficultés, et on a sûrement une marge de progrès là. On est encore, on valorise à la fête. Merci à vous. Merci beaucoup. Oh, merci.